S'il vous plaît, madame, c'est seulement $10. C'est la voiture la plus rapide que vous verrez de votre vie. La voix de Maya, frêle et hésitante, se brisait dans l'air glacial de ce matin de décembre à Central Park. Du haut de ses 8 ans, ses petites mains calleuses tenaient un jouet rouge vif, une miniature de Camaro avec toute la tendresse du monde. À ses côtés, sa sœur jumelle Zoé, les yeux rougis par le froid et la fatigue, caressait d'un doigt le toit brillant de la voiture, comme si elle manipulait un trésor ancien. Leur manteau déchiré n'était qu'un rempart illusoire contre le vent mordant qui s'engouffrait entre les gratte-ciel. Cela faisait déjà plus de 3 heures que les deux sœurs stationnaient là, figées par la nécessité, approchant les passants avec la même prière désespérée. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui », murmura Zoé à sa sœur, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Si on n'a pas l'argent à temps. » Juste de l'autre côté de la rue, Blake Morrison réajustait distraitement son blazer italien à $3000. À 42 ans, il dirigeait Morrison Enterprises, un empire technologique évalué à plus d'1 milliard de dollars. Mais malgré sa réussite, rien dans sa carrière ne l'avait préparé à une telle scène. 2 enfants, seuls dans le froid, vendant leur unique jouet pour sauver leur mère. « Monsieur Morrison, votre voiture vous attend. » Rappela Marcus, son assistant personnel, en consultant nerveusement sa Rolex. Le rendez-vous avec les investisseurs japonais débute dans 20 minutes. Blake ne répondit pas. Il restait immobile, captivé, observant les jumelles qui tentaient encore d'interpeller les passants avec dignité. L'un d'eux, un homme pressé en costume sombre, leur passa devant sans un mot, absorbé par une conversation téléphonique. « Je suis désolé, monsieur, mais cette voiture est très spéciale. » expliqua Maya, sans lâcher la Camaro. L'homme ne l'écouta pas. Il la dépassa comme si elle n'existait pas. « Essayons encore un peu. Maman compte sur nous, » dit Zoé en serrant la main de sa sœur. Ce qui frappa Blake le plus, ce n'était pas les refus répétés ni le mépris à peine dissimulé de certains adultes, mais la résilience absolue de ces 2 petites filles. Leur détermination. Leur dignité, malgré l'humiliation silencieuse. Quelque chose en lui, profondément enfoui, s'éveilla. « Marcus » souffla-t-il brusquement, annule le rendez-vous. « Pardon ? Mais, ce sont des investisseurs à 50 millions de dollars. Tu m'as entendu. » Sans un mot de plus, Blake traversa la rue, ses chaussures parfaitement cirées claquant sur l'asphalte humide. Les fillettes l'aperçurent. Une lueur d'espoir s'alluma dans leurs yeux. Maya leva le jouet comme une offrande sacrée. « Qu'a-t-elle de si spécial, cette voiture ?» demanda Blake en s'accroupissant pour se mettre à leur hauteur. Zoé, d'un souffle retenu, répondit. « C'est le dernier cadeau que notre papa nous a offert, avant de partir au ciel. » Un silence. Blake sentit sa gorge se serrer. Maman dit que parfois, on doit se séparer de ce qu'on aime le plus, pour sauver ceux qu'on aime encore plus. Un frisson parcourut l'échine du PDG. « Et votre maman, elle est malade. Elle a le diabète, » expliqua Maya, sa voix minuscule mais ferme. « Les médicaments coûtent $200, et il ne reste qu'une dose. Si elle ne les prend pas aujourd'hui. » Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Le silence portait le poids du non-dit. Blake contempla la petite voiture. Une Camaro rouge et raflée, mais entretenue avec un soin presque religieux. Chaque détail brillait. Les traces du temps et des jeux ne faisaient que souligner l'amour qu'on lui portait. 2 cents, répéta-t-il en réfléchissant. C'était, pour lui, moins qu'un déjeuner au Cipriani. Il sortit son portefeuille, et sous les yeux écarquillés des jumelles, compta lentement 5 billets de $100. Il les tendit à Maya. « Mais, la voiture ne vaut que $10, protesta Zoé. « Pour toi, peut-être. Mais pour moi, elle vaut beaucoup plus. » Blake prit la voiture des mains de Maya, avec la délicatesse d'un homme qui comprenait enfin ce que signifie vraiment « valeur ». Les filles se regardèrent, les larmes coulant sur leurs joues sales. « Merci monsieur, merci infiniment », dirent-elles en chœur avant de courir vers la pharmacie. Blake resta là, immobile, le jouet dans la main, le cœur troublé. Il avait le sentiment étrange que cette rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'une histoire bien plus grande. 2 heures plus tard, Marcus pénétra dans le bureau de Blake Morrison. Il n'avait jamais vu son patron dans cet état, pensif, presque inquiet, les yeux fixés sur la petite Camaro rouge posée sur le bureau en acajou. « J'ai trouvé ce que vous m'avez demandé, monsieur. » Blake ne répondit pas tout de suite. Il fit tourner doucement la voiture dans sa main, comme s'il y cherchait des réponses. Enfin, il leva les yeux. « Je vous écoute. » Les filles vivent dans un immeuble délabré, au sud de Manhattan. Quartier défavorisé, ascenseur en panne depuis 6 mois. Les résidents grimpent 10 étages à pied, souvent dans le noir. Leur mère s'appelle Diana Foster. Marcus feuilleta ses notes.
Infirmière diplômée depuis 15 ans. Elle a travaillé à l'hôpital Saint-Marie pendant toute sa carrière, jusqu'à son licenciement, 3 semaines plus tôt. Motif officiel, incompétence professionnelle. Blake fronça les sourcils. Incompétence? Une infirmière avec 15 ans d'expérience? C'est ce que dit le rapport, mais j'ai contacté, discrètement, des membres du personnel d'entretien. Selon eux, Madame Foster a été renvoyée après avoir exprimé publiquement des doutes sur les protocoles internes. Quel protocole? Elle a soulevé un problème très délicat. Pourquoi les patients afro-américains recevaient systématiquement des antalgiques moins puissants que les patients blancs pour les mêmes interventions médicales? Un silence glacial s'installa. Blake tourna sa chaise vers la grande baille vitrée. Manhattan s'étendait sous ses yeux, magnifique et insensible. Des milliers de silhouettes en mouvement, chacune portant ses blessures invisibles. Continuez. D'après plusieurs témoignages, c'est le docteur Patricia Whitman, responsable du service, qui a demandé son renvoi immédiat. Pas de préavis, pas d'indemnité. Et à cause de cette décision pour faute grave, elle n'a même pas droit au chômage. Blake serra le jouet dans sa main. Et les enfants? Jefferson Elementary School. D'excellentes élèves. Présence irréprochable, jusqu'à la semaine dernière. Leur directrice dit qu'elle n'a jamais vu des enfants aussi assidus. Mais elles ont arrêté de venir dès que leur mère est tombée malade. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sarah Chin, directrice des ressources humaines de Morrison Enterprises et amie proche de Blake depuis plus de 10 ans, entra sans frapper, privilège rare. Blake, j'ai quelque chose d'urgent. Ça tombe bien. Moi aussi. C'est à propos de Saint-Maries Hospital. Le nom sonna comme une confirmation. Sarah s'assit, sortant sa tablette. Tu m'avais demandé de chercher des opportunités d'investissement dans le secteur de la santé. Eh bien, Saint-Maries est sur le point de faire faillite. Ils cherchent désespérément un investisseur principal. Et ils ont reçu une offre préliminaire de Hartwell Medical Group. Si la fusion a lieu, la moitié du personnel sera licencié. Et les politiques internes seront encore plus rigides, notamment sur les questions de diversité. Blake esquissa un sourire. Pas celui qu'il arborait lors des conférences de presse, un autre, plus sombre, chargé de promesses. Marcus, annule tous mes rendez-vous pour demain. Sarah, je veux un rapport complet sur les finances de Saint-Maries dans 2 heures. Sarah le fixa, intriguée. Que as-tu en tête? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, la chose juste. L'après-midi même, Blake quitta son bureau sans avertir personne. Une première depuis des années. Il conduisit seul, traversant en moins de 30 minutes la frontière invisible entre le Manhattan doré et les rues grises du Sud. Il la trouva dans une supérette de quartier, en train de négocier le prix d'une boîte de soupe. Diana Foster était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Peut-être 35 ans. Le même regard que ses filles, résolue, digne malgré la fatigue. Madame Foster. Elle se retourna, le reconnut aussitôt. Ses joues se teintèrent de gêne. Monsieur, je sais ce que vous avez fait pour mes filles. Je ne sais pas comment vous remercier. Permettez-moi de vous offrir un café. Dans un petit établissement à côté, elle lui raconta son histoire. 15 années de nuit blanche, de soins dévoués, de reconnaissance silencieuse. Et puis, un jour, elle avait osé poser une question. Une seule. J'ai demandé pourquoi un patient noir devait souffrir davantage qu'un patient blanc. Et tout a basculé. Avez-vous documenté tout cela? Elle hocha la tête avec un sourire triste. Puis sortit un petit carnet. J'ai tout noté. Les dates, les noms, les dosages, les écarts. J'étais infirmière, monsieur. J'ai appris à ne jamais me fier à la mémoire seule. Blake parcourut rapidement quelques pages. Une rigueur impressionnante. Il referma le carnet, les yeux brillants. Si vous pouviez retourner à l'hôpital, dans de meilleures conditions, le feriez-vous? Sans la moindre hésitation. Mes patients sont ma famille. Ils méritent des soins dignes, peu importe leur couleur de peau. Blake acquiesça. Sa décision était prise. Cette nuit-là, les bureaux de Morrison Enterprises ne s'éteignirent pas. Dans le silence ouaté du 32e étage, Blake Morrison, cravate desserrée, scrutait des tableaux financiers, des documents légaux, des rapports médicaux. Sur son bureau trônait la petite Camaro rouge, désormais symbole d'une rédemption inattendue. À 23 heures passées, Sarah Chin entra sans frapper. « Tu travailles encore ?» Je n'ai jamais été aussi éveillée. Elle s'approcha et posa une liasse de documents. « Voilà ce que tu m'as demandé. Et dis-moi que je me trompe, tu vas acheter l'hôpital. » Blake leva les yeux, son sourire éclatant d'une détermination tranquille. « Pas seulement l'acheter. Je vais le sauver. » Sarah le fixa, puis murmura. « Tu veux changer les règles? » « Non. Je veux qu'elles soient justes.
Et durable. Saint-Maries a besoin de 15 millions pour se maintenir à flot. Hartwell en offrait 5, pour ensuite licencier la moitié du personnel. Il marqua une pause, contemplant la lueur nocturne de Manhattan. Moi, je vais en offrir 20. Avec des conditions. Claires. Incontournables. Sur quoi exactement? Sur les pratiques de soins, les droits du personnel, la diversité et la justice. Sarah sourit. Pas de ces sourires de façade, un vrai, plein de respect. Tu sais que Dr. Whitman va exploser. Elle apprendra ce qu'il en coûte de traiter la compassion comme une faiblesse. Partie 5, révélation et rupture. Quelques jours plus tard, la salle de conférence de Saint-Maries vibrait d'une tension presque physique. D'un côté de la longue table en acajou, Dr. Patricia Whitman et les membres du conseil d'administration. De l'autre, seul, impeccable, Blake Morrison. Monsieur Morrison, nous apprécions votre intérêt, mais le partenariat avec Hartwell Medical est en phase finale. Il est annulé, coupa Blake calmement, glissant un document sur la table. Un murmure d'incrédulité traversa la salle. Le directeur financier, Dr. Hamilton, déplia la feuille. Son visage blêmit. Hartwell a retiré son offre ce matin. Oui. Une fois que certains éléments administratifs douteux leur ont été signalés, ils ont préféré investir ailleurs. Blake marqua une pause. Il se pencha, ouvrit sa mallette, et en sortit la petite Camaro rouge. Il la posa sur la table, soigneusement, entre deux dossiers. Ce jouet appartenait à deux filles exceptionnelles, Maya et Zoé Foster. Les filles de Diana Foster, votre ancienne infirmière. 15 ans de service irréprochable, et licenciée sans préavis. Le nom fit l'effet d'un coup de tonnerre. Whitman pâlit. Si cette réunion concerne cette ancienne employée. Cette employée, comme vous dites, a été renvoyée parce qu'elle a osé contester un système discriminatoire. Blake sortit un autre document, un audit indépendant. Voici un rapport sur les prescriptions d'analgésiques sur 5 ans. Il montre qu'à pathologie égale, les patients afro-américains recevaient en moyenne 40% de médicaments en moins. Whitman tenta une défense. Ces chiffres peuvent s'expliquer par quoi? Une différence génétique dans la douleur? Coupa Blake d'un ton glacial. Car c'est précisément ce que vous avez répondu à Madame Foster. J'ai l'enregistrement. Légalement recueilli. Il posa un petit enregistreur sur la table. Le silence était pesant, comme suspendu. Et vous savez quoi? L'hôpital m'appartient désormais. Les papiers ont été signés ce matin. Saint-Maries est désormais intégré à la Fondation Morrison pour l'équité en santé. Le conseil sembla pétrifié. Et les employés actuels? Demanda timidement Dr. Hamilton. La majorité restera. Avec des salaires augmentés, des primes, et de nouvelles politiques plus humaines. Mais certains seront remerciés. Immédiatement. Il tourna son regard vers Dr. Whitman, tranchant comme une lame. Surtout ceux qui ont transformé ce lieu de soins en bastion de mépris. Whitman bondit de sa chaise. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une carrière de 20 ans. Vous en aviez une. Notre service RH a déjà envoyé votre profil et vos pratiques à tous les hôpitaux de la région. Et curieusement, le silence règne. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Diana Foster entra, en blouse blanche, badge de directrice des soins infirmiers fièrement affiché. Derrière elle, Maya et Zoé accoururent, et se jetèrent dans les bras de Blake. Monsieur Morrison. Maman nous a dit que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Blake leur rendit leur voiture rouge. Elle n'a jamais été à moi. J'étais juste son gardien. Zoé serra le jouet contre elle, les larmes aux yeux. Diana s'approcha calmement de Whitman. Je suis venu récupérer mes affaires dans mon ancien casier. Et aussi pour prendre mes fonctions. Quelles fonctions? Demanda Whitman, tremblante. Blake sourit. Madame Foster est désormais la nouvelle directrice des soins infirmiers. Sa première mission, créer un protocole équitable de gestion de la douleur et un programme de formation à la sensibilité culturelle. La stupeur se lisait sur tous les visages. La pièce avait changé d'atmosphère. C'est un complot. Marmonna Whitman en rassemblant ses affaires. Vous aviez tout planifié. Diana la regarda droit dans les yeux. Non. Nous avons seulement dit la vérité. Et trouvé quelqu'un prêt à l'écouter. Blake tendit la main à Diana. Bienvenue à nouveau, directrice Foster. 6 mois plus tard, l'hôpital Saint-Maries n'avait plus rien à voir avec l'institution moribonde que Blake avait rachetée. Les couloirs, autrefois froids et impersonnels, respiraient désormais l'espoir. Les murs affichaient des photos de patients souriants, les infirmières portaient des badges célébrant leurs années de service, et les salles de repos avaient été rénovées avec des fauteuils confortables, des bibliothèques, et même une garderie pour les familles du personnel. Au milieu de ce renouveau,
Diana Foster avançait d'un pas calme et assuré, son badge de directrice des soins infirmiers bien visible sur sa blouse immaculée. Elle incarnait cette nouvelle ère, celle de la compassion, de l'équité et de la fierté retrouvée. Un rire d'enfant résonna soudain dans le couloir. « Maman! Maman !» Maya et Zoé coururent vers elle, sacs d'école rebondissant sur leur dos. Elles portaient leurs nouveaux uniformes scolaires avec une fierté joyeuse. Madame Johnson a dit qu'on allait présenter notre exposé à toute l'école. « Et sur quel sujet ?» demanda Diana avec un sourire. Les jumelles échangèrent un regard complice. Sur les héros du quotidien. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement en location mal chauffé, l'ancienne docteure Patricia Whitman tapait frénétiquement une énième lettre de motivation. Elle avait dû vendre sa maison pour payer des frais juridiques et survivre à ses refus d'embauche successifs. Le téléphone sonna. « Bonjour, docteur Whitman. Après examen de votre dossier, nous sommes au regret de... » Elle raccrocha brutalement. C'était la 12e réponse négative en 3 semaines. Son passé prestigieux avait été éclipsé par la réalité, les enregistrements, les audits, les preuves. Aucun hôpital ne voulait être associé à elle. Les ponts avaient été coupés. Définitivement. Pendant ce temps, Blake arrivait à Saint-Maries pour ce qui était devenu un rituel, sa visite hebdomadaire. Non pas en tant qu'investisseur, mais en tant que membre d'une famille qu'il n'avait pas cherchée mais qu'il avait trouvée. À l'entrée, les jumelles l'attendaient. « Monsieur Morrison !» cria Maya, courant vers lui. Zoé la suivit, un sourire éclatant sur le visage. Diana les rejoignit. Ce mois-ci, aucune plainte sur les soins inégaux. Notre équipe a même reçu l'approbation unanime du Conseil d'audit médical de l'État. Le docteur Hamilton, qui avait survécu à la réorganisation administrative, s'approcha timidement. « Monsieur Morrison, je voulais vous dire que je me suis trompé sur toute la ligne. Travailler sous la direction de Madame Foster m'a appris plus sur la médecine humaine en 6 mois que durant toute ma carrière. » Diana posa une main chaleureuse sur son épaule. « Ce qui compte, c'est que nous bâtissons quelque chose de meilleur. Ensemble. » Un peu plus tard, dans son bureau à l'hôpital, Blake relisait les derniers rapports financiers et des lettres de patients exprimant leur gratitude. Sur son bureau reposait toujours la petite Camaro rouge. Elle était là, témoin discret, catalyseur d'une révolution. La porte s'ouvrit doucement. Maya entra, les mains croisées derrière le dos. « Monsieur Morrison. »« Oui, Maya ?» Elle s'approcha timidement. « J'aimerais que vous gardiez la voiture. Pour toujours. » Blake releva la tête, surpris. « Mais je pensais que toi et Zoé vouliez la récupérer. On veut qu'elle reste avec la personne qui a fait une vraie différence. » Elle sourit, avec cette maturité désarmante que seules certaines épreuves précoces peuvent forger. « C'était la voiture de mon papa. Il disait toujours qu'on devait utiliser nos trésors pour aider les autres. Vous avez fait exactement ça. » Elle ajouta, malicieuse. « Il y a juste une condition. » « Laquelle ? Si un jour, vous croisez d'autres enfants qui ont besoin d'aide, souvenez-vous de ce que vous avez appris avec nous. » Blake sourit, profondément ému. « Promis. » 1 an après ce matin glacial à Central Park, Blake Morrison n'était plus tout à fait le même homme. De PDG redouté, il était devenu mentor, pilier, père de substitution. Il avait compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans les chiffres ou les actionnaires, mais dans la capacité à changer des vies, une à une. Diana Foster, autrefois humiliée pour avoir dit la vérité, dirigeait désormais la refonte d'un système de santé tout entier. Ses protocoles équitables étaient étudiés dans d'autres hôpitaux du pays. Sa rigueur avait fait tomber un mur de silence. Quant à Whitman, elle découvrit que les privilèges fondés sur l'injustice ne résistent pas à l'épreuve du réel. Elle apprit, trop tard, que les institutions changent et que certaines voix, même discrètes, peuvent renverser des empires. Et les jumelles ? Maya et Zoé, devenues symboles d'espoir, grandissaient avec la conscience que la bonté n'est jamais vaine. Elles avaient transformé un homme, puis un hôpital, puis tout un système. Lors d'une cérémonie officielle, Blake assista à la remise d'un prix d'excellence à Diana, récompensant ses efforts en matière de santé équitable. Dans sa main, il tenait la Camaro rouge. Il la fit tourner entre ses doigts, puis la rangea dans sa veste, là où elle avait toujours été depuis ce matin-là. Parce que certains objets sont plus que des jouets. Ce sont des preuves, des déclencheurs, des révolutions miniatures. Et parfois, la véritable revanche contre l'injustice, ce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du tort. C'est de rebâtir un monde où plus personne ne subira la même douleur.